if they don't come to you. So babies, I came up here to sing you a tune. I give up is all you've really got to say, 'cause it's time to find our lifestyle, 'cause that really weren't the way. Let's go for a bounce on my trampoline. I can show you the prettiest mountain that you've ever seen. You better run to your closet and fish out your blue suede shoes. I'll paint rainbows all over your blue. Far out, far around, far down, far up. I'd like you to hear a tune about, I guess, about those discussions that I was talking about that I seem to have had in so many small circles of friends around living rooms, around pipes when they weren't selling no papers on this street and we weren't walking around this beautiful green place smoking and not being afraid. This is about all of us. I love you people. Aligre FM présente Brasil Alto Astral, le magazine des musiques brésiliennes, chaque vendredi à 11h sur 93.1. Le Brésil est un pays immense et généreux, aux proportions harmonieuses. Et sa musique est d'une infinie richesse. Vous êtes à l'écoute d'Aligre FM 93.1. Philippe Vanini vous souhaite le bonjour et vous propose les jeudis littéraires. Ça y est, nous sommes revenus après un long été avec de belles lectures, aussi toutes ces invitations au voyage littéraire que peuvent receler les beaux paysages de vacances et les pays comme ça qui incitent des fois même des évocations poétiques. On est de retour pour encore une saison qu'on espère fructueuse en rencontres, en échanges, en découvertes surtout. On est de retour avec toujours notre même principe, c'est-à-dire à la fois d'aller vers les talents reconnus mais
pas uniquement reconnus médiatiquement, bien évidemment, et d'essayer de vous donner comme ça l'envie de les lire et aussi de faire partager vos plaisirs de lecture. Donc, comme vous l'avez compris depuis longtemps, la renommée d'un écrivain n'est pas le seul et n'est pas du tout même le critère de sélection des auteurs qui passent dans cette émission. Et pour preuve, la première invitée de cette saison, c'est une écrivain que je ne connaissais pas. Et je dois à Andreas Becker. Bonjour Andreas. Bonjour Philippe. Chroniqueur de cette émission qui va nous faire parcourir dans les semaines qui viennent le nouveau roman. Je dois à Andreas Becker de me l'avoir fait découvrir. Cet auteur, c'est Perrine Lequérec. Bonjour Perrine Lequérec. Bonjour Philippe Vanini. Alors elle a une discrétion qui est inversement proportionnelle à son talent. Et on va essayer d'inverser les plateaux de la balance. Et là, elle vient pour nous parler de 3 livres. 3 petits livres. Mais attention, ces livres, ils vous brûleront, ils vous déstabiliseront. Ils répondent tout à fait à la définition que donnait Gide de la littérature, qui ne doit pas laisser indemne le lecteur. Et ça, pour sortir indemne de vos livres, faut vraiment être un homme de pierre ou une femme de pierre. Alors, ces livres, c'est L'Apparition, c'est aux éditions Lunatique, et 2 autres sont aux éditions Les Droits dans la prose. Alors, le premier, c'est Le Prénom a été modifié, et le deuxième, c'est Le Plancher. Alors, d'abord, vous écrivez vous publiez dans les petites maisons d'édition, et il faut dire aussi qu'il y a des trésors chez les petits éditeurs en France, et ça faudrait peut-être qu'on se le dise. On les trouve à l'étal des libraires quand on cherche bien, enfin à l'étal des bonnes librairies. C'est ça. Déjà que ça soit des libraires qui veuillent bien faire entrer ces titres-là chez eux, puisque ce sont des titres d'auteurs méconnus. Qui ne bénéficient d'aucune publicité ou d'aucune promotion. Donc pour le libraire, c'est un risque, tout comme pour ces petits éditeurs ou éditeurs indépendants, c'est un risque permanent de survie, de pouvoir publier et continuer à diffuser leur vision de la littérature. Et alors, quand le déclic se passe, généralement les auteurs sont ouverts des maisons d'édition plus grosses. C'est un peu ce qui sauf le cas de Julien Grec avec José Corti, bien évidemment, qui a une fidélité à toute épreuve, mais c'est toujours la tentation, et ce qui peut aussi des fois se comprendre, hein, parce que les petites structures ont du mal à faire connaître les livres. Alors, ce qu'il faudrait, c'est avoir des principes de coédition, ce qui serait... oui, ça serait intelligent. Ce serait peut-être quelque chose, et d'honnête intellectuellement. Oui. Mais je crois que quand on parle d'économie, l'honnêteté, c'est quand même... Je crois qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus du tout. Et après, c'est plutôt la malhonnêteté. Alors, vous avez, Perrine Lequérec, publié d'autres livres. C'est donc L'Apparition, ça on en a parlé, Le Prénom a été modifié, Le Plancher. Il y a Jeanne Létang. Jeanne Létang, c'est aux éditions Bruit Blanc. Oui. Hein, tous ces livres sont entre 2016 et 2013, donc très récents. Ouais. Mais il y a longtemps que vous écrivez. Il y a longtemps que j'écris. En fait, tous les livres que vous venez de citer, ce sont des romans. Enfin, des romans, c'est-à-dire ceux que vous avez devant vous, pardon. Et puis le reste, c'est de la poésie. J'écris beaucoup de poésie aussi. Alors, publié principalement chez un éditeur belge, Les Carnets du dessert de lune. Et puis, qui a encore un nom... très beau nom. Très beau nom, qui fait pas les premières pages, mais c'est un très beau nom. Et chez d'autres éditeurs, parfois derrière la salle de bain, qui publient des plaquettes, voilà. Marie-Laure Dagois. Oui, exactement. qui a publié... On l'a bien connu à l'époque. Pas mal de mes textes, oui. Voilà, donc il y a une partie de mon écriture qui est sur du récit long, comme Le Plancher ou L'Apparition, voilà. Et un autre versant qui est vraiment poétique, donc des récits très brefs.
qui forme recueil ou pas. Andreas Becker, comment vous avez rencontré Perrine Leclerc? Alors, il faut que je rende hommage à l'excellente librairie Charybde, parce que c'est pas... Je le rends hommage. Rue de Charenton à Paris. C'est Hugues Robert, qu'on avait déjà ici aussi dans l'émission, qui m'a parlé de Perrine. Et j'ai commencé à lire... Le prénom a été modifié. J'ai été saisi tout de suite par cette écriture qui, vous avez parlé du risque tout à l'heure, du risque des éditeurs, le risque des libraires. Charybde, ils prennent ce risque, évidemment. C'est même leur marque de fabrique. Mais il y a aussi le risque nécessaire de l'auteur. Et quand on lit Perrine, on se rend compte tout de suite qu'elle se met en danger. Elle se met elle-même en danger et elle met en danger la langue. C'est ça qui m'intéresse quand je lis un livre. J'ai pas envie de lire des choses convenues qu'on a déjà vues des milliers de fois. Et là, il y a une vraie écriture propre, un univers qui m'a vraiment bouleversé. Et il faut dire que j'avais un peu peur de rencontrer Perrine la première fois parce que non, c'est vrai, parce que le prénom a été modifié, raconte l'histoire d'un viol collectif qu'on appelle si communément et horriblement les tournantes, ce qui est un mot absolument abominable pour ce crime. Et Perrine, dans ce livre-là, je parlerai peut-être des autres après, parce que chaque fois elle trouve la clé, le mot qui résonne très longtemps. Et là, le personnage principal fait 120 kilos. Et donc c'est une femme qui fait 50 kilos et en plus elle porte 70 kilos de plus. L'homme qui est passé sur elle. Le poids de l'homme. Le poids de l'homme. Ouais. Et donc je pensais rencontrer peut-être une femme qui fait 120 kilos. C'est tout le contraire. Et je trouve que Perrine a trouvé tout de suite là dans les autres livres ça fonctionne pas tout à fait pareil, mais dans le prénom a été modifié. C'est cette image là qui m'a collé au pot, sur à la peau et je trouve ça excellent. Mais c'est peut-être vous, Perrine, qui pouvez nous parler un peu plus du prénom. Le prénom a été modifié. Ou nous lire un parti, je sais pas. Oui, parce qu'il y a quand même, on a parlé d'un univers, il y a aussi une unité, c'est-à-dire que à chaque fois, vos livres se situent dans ce qu'on pourrait appeler le quart-monde. C'est-à-dire les exclus de parmi les exclus, et ça déclinés sous des fictions différentes, mais qui ont aussi un rapport avec ce qu'on voit dans les faits divers. Moi, je sais que je suis beaucoup critiqué par mon entourage quand je m'intéresse aux faits divers, et effectivement, je sais que quand je voyage en province, mettons, je lis avant tout les rubriques des journaux régionaux, les rubriques faits divers, et je pense qu'on y voit beaucoup la société. Je trouve qu'on y voit beaucoup la société, et je trouve que que ce sont des événements intemporels. C'est ce qui fait aussi que j'aime m'en saisir, parce que je ne m'inscris plus à ce moment-là dans une modernité ou dans une écriture qui aurait besoin de codes reconnaissables avec notre société actuelle. Ces faits divers-là, quand j'écris Le Plancher, ça pourrait être une histoire du 19e siècle, du 18e siècle, quelque chose de... c'est un socle, tous ces faits divers, pour moi, sont des socles de la mentalité humaine. Voilà. Donc, et comme j'utilise peu de mots qui vont venir marquer l'époque, qui vont dire l'année ou la société dans laquelle il se passe, même les lieux, effectivement, je suis plus à l'aise avec ces faits divers là, parce qu'ils permettent à ma langue d'être plus large. D'être plus en même temps plus précise et pas encombrée de tout ce qui ferait décor. Ça m'intéresse pas.
une langue très structurée d'une certaine manière pour décrire la déstructuration des êtres. Oui, parce que quand on est face à des désordres tels que ces personnages-là le montrent, ils sont l'image du désordre. Et donc il faut réorganiser, pour moi, le langage pour pouvoir les faire habiter sur une page. C'est quand même un espace très cadré, la page. Il faut qu'ils puissent habiter là. Donc tout le travail, pour moi, c'est ça, c'est de trouver cette langue qui va réorganiser leur désordre. Et c'est une langue poétique, ce qu'il faut, je pense. Vous rentrez en fait la poésie dans le roman. Oui. Il faut dire aussi que les textes sont courts et qui laissent beaucoup de place au silence aussi. Oui. Visuellement aussi. Visuellement, et puis tous ces personnages, ce sont vraiment c'est le monde du silence. Oui. Tous, ils sont obligés à être muets. Ils sont presque nés muets, ou s'ils sont nés en voulant parler, on leur a coupé la langue. Donc on est dans le muet, on est dans le silence à tous les niveaux, et dans les blancs de la page, mais surtout dans leurs blancs à eux. Et c'est vrai que moi j'ai toujours cette ambition, en tout cas ce désir très très profond d'être la voix de ces muets. Voilà. Je tombe sur une phrase. Après la pluie, déluge de silence. Voilà. Donc c'est en déluge que le silence apparaît dans vos livres, mais justement, c'est toute l'importance de ce silence, c'est de mettre en exergue ce qu'il y a autour. Et je pense que là, on rejoint un peu ce que disait Blanchot, donc ce centre vide qui attire. Exactement. Et alors, cet univers-là, vous l'inventez, vous avez travaillé pour le connaître, vous l'avez côtoyé? Je fais beaucoup de recherches. Voilà. Le point de départ de mes livres, de mes récits longs, donc sont vraiment des rencontres, des grands chocs esthétiques et psychologiques. Le plancher, par exemple, j'ai vu le plancher, j'ai vu cet objet exposé avant même de savoir qui était Jeannot. Voilà. Donc je rencontre comme ça quelque chose qui m'arrête et qui va enclencher une recherche et une quête de la vérité, surtout quand j'ai appris ensuite l'histoire de Jean, son destin, son silence et l'œuvre qu'il avait laissée, la trace qu'il avait laissée. Jeannot qui peut pas devenir Jean, parce que Jean c'est un homme. Voilà. Bon, j'essaye toujours dans la construction de mon récit qu'ils retrouvent leur dignité. En tout cas, à mes yeux, ils retrouvent leur dignité. Donc il devient Jean à la fin. Voilà. Et dans son plancher, sur son plancher, quand il écrit son prénom, il écrit Jean. Voilà. Donc je fais beaucoup de recherches et je suis continuellement, comme la plupart de mes livres parlent des très grands marginaux et de la folie. Je suis toujours baignée dans les archives et la littérature et les œuvres plastiques et qui ont trait à ces psychoses. Voilà. Donc il y a un très grand travail de recherche qu'après j'essaye d'assimiler et de rendre le plus léger possible dans l'écriture du récit. Mais parce que cette quête-là de recherche, de documentation, c'est pour être la plus précise possible. Parce que j'aimerais pas écrire des choses qui n'ont pas de sens ou qui sont à contresens de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils peuvent ou de ce qu'ils ont ressenti et du pourquoi ils ont soit gravé un plancher, soit vu la Vierge, soit... Oui, des apparitions. Mais c'est une préoccupation d'écriture, je dirais entre guillemets, réaliste, pour décrire l'au-delà du réel. Oui. C'est peut-être aussi la force qui nous saisit dans ces livres. Parce que des livres qui racontent des faits divers atroces ou des choses comme ça, il y en a pléthore. Mais ce qui est important ici, c'est l'écriture. Ce qu'en fait l'écriture de ces faits divers, de cet univers des super exclus, quoi. Parce que là,
Je crois que c'est ça ma chance, moi, c'est que je me sens super exclue et que donc ils me parlent. Moi, j'entends très clairement leur voix. Je reste des années avec eux dans ma tête, même si la plupart du temps, la rédaction d'un récit tel que cela, c'est peut-être une année. Mais Jean, il m'a fallu 5 ans de cohabitation dans ma tête pour décider d'écrire, parce qu'ensuite on sait qu'on reste avec ces personnages-là, avec ces hommes et ces femmes, on sait qu'on va passer jour et nuit avec eux et qu'il faut être prêt tout de même à aller se perdre ici. Mais ma grande chance, c'est que j'entends leur voix, donc leur langage vient avec eux une fois qu'ils sont installés dans ma tête et qu'ils y habitent, ils y habitent avec leur langue. Et c'est pour ça qu'elle est différente dans chacun de mes livres, parce que évidemment le corps et le mental de Janos, ce n'est pas du tout le même corps ni le même mental que la jeune femme qui a été violée, etc. Donc ils arrivent avec leur langage. Moi, j'ai presque que à les écouter. Mais dans vos livres, vous parliez de folie. On ne sait pas très bien où se situe la folie, en fait, parce que ce sont des exclus de la société, mais on devrait se poser la question, quand on lit vos livres, si c'est pas la société qui a fallait pas les... Oui. Parce que dans le prénom a été modifié, cette jeune femme qui a été violée, elle se retrouve en face d'une horde d'hommes qui sont tous devenus pères de famille, etc., soi-disant respectables. Dans l'apparition, on se retrouve face à ce village qui croit pas, qui doute en tout cas, et encore plus dans le plancher, on a le village des 200, des gens soi-disant normaux qui excluent. Et vous êtes évidemment du côté de l'exclu. Mais on est constamment devant cette balance en se posant la question où se trouve la folie. Oui, où se trouve la folie et quelle violence va écorcher encore plus cette folie. Je trouve la société d'une violence insoutenable. Véritablement, dans le quotidien, je trouve ça vraiment... hors de contrôle. Et c'est bien évidemment, pour moi, tous ces personnages-là, ce sont des héros. Ce sont vraiment des gens que j'aime profondément et dont je supporte très mal que leur voix soit éteinte et jamais écoutée, inaudible. Voilà. Mais de toute évidence, pour moi, la société est folle et elle crée des exclus à l'appel, quoi. Et il faut bien qu'il y ait une voix, ou plusieurs voix, bien sûr, qui... Oui, parce que les fous, ce ne sont pas ceux qui sont en Asie. Non. Les fous, on les retrouve dans le milieu de la finance, dans les banques, à la bourse, et dans tout ça, des gens qui ont un rapport à l'argent qui est complètement délirant. Complètement. Enfin, comment peut-on mener sa vie comme ça, et quel intérêt, dans quel but, et combien de faibles on écrase pour ça. Oui, voilà. Tout un tas de gens qu'on devrait retrouver dans les asiles et qui tiennent le haut du pavé. C'est un peu dommage. Alors, vous faites un peu... il y a comme un effet boomerang dans votre démarche d'écriture, parce que vous renvoyez à la société sa violence, en parlant, en choisissant votre camp. Oui. Oui, je lui renvoie sa violence, je donne des mots à ce qu'elle a brisé, et je lui demande à cette société d'écouter, et je donne la force à mes personnages de se défaire du mauvais sort que lui a jeté cette société et de devenir libre, quoi. Voilà. Alors on va, si vous le voulez bien, Perrine de Quérec, on va revenir sur chacun des livres, sur leur histoire, après une pause musicale. Radio Allegra, 93.1 FM. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas,
vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. LYFM 93.1, les jeudis littéraires. Les jeudis littéraires dans cette première partie en compagnie de Perrine Lequérec et avec nous aussi notre collaborateur Andreas Becker, lui-même écrivain d'ailleurs et très bon écrivain. Mais là, la vie en rose, moi, c'était vraiment un titre qui correspondait tout à fait à votre univers. Exactement, c'est parfait. Ouais. C'est la bande-son de mon univers. Parce que c'est l'univers le plus noir qui soit possible. Et c'est vrai que finalement, par la force et la beauté de l'écriture, on se retrouve être dans une lecture rayonnante, en fait. On est à la fois profondément troublé, profondément traumatisé, même des fois, par certains passages. Mais d'un autre côté, on est heureux que ça soit écrit et que ça soit bien écrit comme ça. Alors, pour la meilleure des choses, ce n'est pas d'en parler de votre écriture, c'est de la donner à entendre. Oui. Et ce qu'on vous propose, donc, c'est de nous lire un extrait du plancher. Et après, on reviendra sur ce livre. D'accord. Jeannot sera toujours le mutilé, suspendu au crochet, sur les murs épais de la ferme, blessé aux épines de silence clouées aux portes des granges pour éloigner le mal qui était le bien mais qui le dit. Jeannot blessé par la guerre intérieure, la guerre intime, vaincu dans l'enfance, première défaite, puis celle d'Algérie, secouée par les événements dans le Djebel, ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, les cadavres enterrés, les femmes. Jeannot ne peut plus dire, il ne racontera rien, de son enfance, de son adolescence, pas un mot, de la mère haïssante et haïssable, de l'inceste, de l'enfant mort-né qui lui a donné sa place, de l'enfant X de Paul, du père pendu, des pendus aux arbres, des fous les yeux pleins de sable, des pleurs dans le désert glacé, des incendies dans les villages, des regards de terreur, femmes, enfants, de l'odeur de viande brûlée. Il ne dira mot. Jeannot ne dira rien, pas un mot sur le retour, pas un mot aux habitants, pas un mot sur la tombe de son père et maintenant s'occuper de sa mère et de sa sœur, pourvu qu'elle ne voit pas qui il est devenu. Jeannot le monstre, le sanguinaire, l'enfant abandonné,
celui qui n'a jamais puisé assez de force, assez d'amour, assez de regard. Faut-il qu'il creuse à n'en plus finir? À quelle profondeur doit être la fosse pour que roulent les cadavres en djellaba, pour que pourrisse cette chair étrangère, et la chair étrangère, celle du père, une fosse encore plus profonde pour le pendu, qu'on y mette la poutre de la grange, qu'elle l'écrase aussi fort et qu'elle le broie dans l'au-delà. Voilà, donc c'est un extrait du Plancher de Perrine Leclerc aux éditions Les Doigts dans la prose. Alors le Plancher, c'est tout simplement quelque part une histoire vraie, ouais. Une histoire d'un créateur qui n'est pas anonyme, puisque son nom figure sur son œuvre qui est exposée rue Cabanis à Paris. C'est étonnant qu'on ait reconnu cette œuvre d'un fou comme les œuvres d'Aloïse, comme les œuvres d'autres artistes qui ont à voir avec l'aliénation mentale qu'on peut retrouver dans le merveilleux musée de l'art brut à Lausanne. Et donc vous avez essayé de reconstituer l'histoire de ce Jeannot. Oui, alors évidemment il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce Jeannot. Tout simplement parce que le Plancher a été découvert en 1990, lorsque la sœur de Jeannot est morte. Jeannot, lui, il est mort dans les années 70. Et lorsque les brocanteurs et antiquaires sont venus vider la ferme, puisqu'il n'y avait plus personne, une des femmes qui était là, brocanteur, a vu le Plancher et a téléphoné à son père, le docteur Guiroux, qui est un grand psychiatre, et lui a demandé de venir voir ce qu'il y avait là. Et c'est donc lui qui a fait découper le Plancher et qui l'a sorti de la maison pour qu'il ait ensuite une grande carrière. Donc si cet homme n'était pas venu, si cette femme en premier n'avait pas vu, le Plancher aurait été, comme sans doute énormément d'œuvres de créateurs bruts, puisque ça fait partie de la famille de l'art brut, complètement ignoré. Et Jean n'en parlerait pas en ce moment. Donc voilà, donc c'est cet homme-là le docteur Guiroux, qui l'a récupéré, et puis qui a posé des questions aux 200 habitants de ce village, mais qui porte encore pesamment la culpabilité de leur non-intervention auprès de la famille de Jean, auprès de Jean et de sa sœur, dont très peu ont voulu parler. Donc il y a très peu de témoignages directs sur le quotidien ou le réel de Jean et de sa sœur. Il y a un petit peu d'informations, certaines personnes qui ont bien voulu parler, le gendarme qui passait faire sa tournée, le facteur, les très rares personnes qui parfois avaient un dialogue avec Jean ou sa sœur. Mais il faut dire aussi qu'eux-mêmes étaient dans une claustration volontaire, donc ils refusaient tous les échanges et bien sûr toute forme de communication qui n'était pas la leur. Donc après, moi, mon travail, ça a été de chercher sur la schizophrénie et l'écriture, chercher sur la folie à deux, cette folie qui était très courante au 19e et début du 20e siècle, dont maintenant on ne parle plus, qui se passe dans des univers très clos où un individu avec une faiblesse psychiatrique, à force d'être en tête-à-tête avec quelqu'un d'autre, communique sa propre folie. Donc voilà, après moi c'était des recherches comme ça, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vivre avec Jean. C'est ce qu'on constate tous les jours sur les trottoirs parisiens, oui. C'est-à-dire que la misère, le déclassement, l'exclusion crée la maladie mentale. Oui. Oui, oui. C'est ce qu'on voit dans les urgences des hôpitaux quand les exclus veulent passer la nuit au chaud l'hiver et arrivent, ils ont des vraies pathologies. Oui. Mais c'est ça aussi qui génère. Mais oui, la violence du quotidien, quand on n'est pas adapté, quand on n'a pas les moyens, en tout cas, de vivre le quotidien qu'on nous impose, eh bien, si on est en dehors de ça, on devient faible, et d'être faible, on perd tout, et on peut effectivement, du coup, avoir son esprit qui s'ouvre à des hallucinations et autres pathologies, quoi. Donc, et dans d'autres sociétés, des personnes comme Jean ou des personnes qui ont des messages à délivrer, elles sont écoutées. Nous, en Europe, on a quand même
plutôt tendance à rehausser les murs et puis à les mettre derrière. Quand même. C'est vrai que dans les villages africains, le fou a son rôle. Bien sûr, il est partie prenante de la vie sociale. Il n'y a pas d'exclusion. Oui. Même, moi, je me rappelle un village italien que je connais très bien. On connaissait très bien les fous, on parlait avec eux. Enfin, il n'y avait pas... et on s'inquiétait si on les avait pas vus sortir. Voilà, et des relations humaines. Qui n'est plus le cas aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Parce que faut dire aussi que votre livre, étonnamment, se place dans la ruralité. Oui. Bon, vos livres. Oui, alors ça c'est très étrange parce que moi j'ai jamais vécu à la campagne. J'ai toujours vécu dans des appartements, dans des immeubles, dans des villes. Donc, mais là encore, je crois que c'est comme ce que nous disions tout à l'heure sur les faits divers, c'est parce que c'est intemporel. Voilà, c'est vraiment une terre où tout peut arriver et qui a une sorte de mémoire comme ça qui traverse les siècles. La campagne, et puis c'est brutal, la ville aussi, hein, mais en tout cas ça me permet moi c'est mon univers et je sais pas trop pourquoi parce que je le connais que en touriste. Ah oui, c'est ça. C'est la distanciation brechtienne qui est à l'œuvre dans vos livres. Ce qui est très marquant avec Jeannot, c'est qu'il écrit. Enfin, souvent, les œuvres d'art brut, enfin, les œuvres qui sont dans le musée aussi sont souvent des œuvres picturales. Très rarement des écrits. Enfin, dans le musée à Lausanne, il y a aussi toute une collection avec des écrits, mais c'est évidemment très difficile déjà à déchiffrer, à exposer, beaucoup plus difficilement que des œuvres de peinture, de sculpture, etc. Mais ici, Jeannot, il creuse dans le plancher. Donc, c'est d'une certaine manière une œuvre picturale, parce que quand on regarde le plancher, c'est presque la peinture, mais il écrit quand même. C'est un écrivain. C'est un écrivain. Oui. Donc, vous écrivez un livre sur un écrivain. Oui. Et ce qui est tout à fait marquant, c'est que écrire, ça veut dire aussi vouloir être lu. Donc, ma question, c'était un peu, est-ce que Jeannot, est-ce que vous avez là-dessus des pistes, des idées? Est-ce que Jeannot est écrivain dans la mesure où il a voulu être lu, ce plancher? Alors, sur est-ce qu'il a voulu être lu, j'aurais pas de réponse. Sur Jeannot est écrivain, pour moi, c'est une évidence. Oui. Ce qu'il fait avec la langue, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire avec la langue, sans y laisser ma peau, comme lui, mais ce qu'il fait avec la langue, oui. Et je pense qu'il avait déjà un public, c'était sa sœur, mais je pense que le public le plus important pour lui, les lecteurs le plus important pour lui, c'était lui-même, puisqu'à mon avis, il parvient à se reconstruire et à devenir ce Jean, cet adulte, à chaque lettre qu'il grave dans ce bois. Voilà. Et je pense que l'écriture, vous devez le savoir, Andreas Becker, l'écriture, elle nous permet de conquérir notre identité propre. C'est pas celle que la société essaye de nous infliger, ou notre naissance, ou notre famille, mais vraiment notre identité propre. Et à mon avis, son public, c'est lui. Alors, il a quand même sous le plancher, ou peut-être pas tout à fait sous ce plancher-là, mais pas loin, est enterrée la mère. Voilà. Donc, c'est aussi une interlocutrice. Ouais. Je pense qu'il s'adresse, à ses morts et à ses vivants, et qu'il, comme j'essaie de l'exprimer aussi, il tient ici, sur ces 15 mètres carrés de chêne, le procès de ceux qui l'ont brisé et le procès dont il va sortir vainqueur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, il n'était pas dans l'extériorité. Il n'y avait pas de communication avec l'extérieur, et je ne pense pas que son écriture soit portée vers l'extérieur, mais plutôt vers un dialogue avec lui-même. Oui. Vers une expression, retrouver une expression, quoi. C'est-à-dire le minimum qu'on peut demander à un être humain, c'est d'avoir une petite autonomie d'expression. Oui. Et c'est ça qui va conquérir. Et l'autre chose qui est étonnante et que vous décrivez très bien dans le livre, c'est la force avec laquelle il écrit. C'est-à-dire, c'est pas simplement une plume qui glisse sur un papier, c'est un couteau qui rentre dans du bois, qui lacère, Oui, c'est l'engagement du corps en entier. Ça, c'est aussi un thème très important dans ce que je construis, c'est le langage du corps. Quand un corps est soumis au silence, ou quand un corps est brutalisé, et que donc il n'a plus de mots, le langage commun, qu'est-ce qu'il invente
comment il se plie, quelle force il déploie, quel est son propre langage. Et Jeannot, dans l'écriture du plancher, dans cette écriture physique, il invente avec son corps, il projette son corps en entier dans chaque lettre. Et c'est pour moi, ça serait comme un performeur, il dépasse toutes les catégories, Jeannot, vraiment. Quand on voit le plancher en vrai, c'est un grand choc. Moi, j'avais d'abord pensé immédiatement, le voyant, à Artaud quand il frappait avec son marteau sur les pages. C'est tout le corps qui est engagé, c'est un engagement total, et jusqu'à la mort. Pour moi, il n'y a pas plus belle leçon d'écriture que celle-ci, que celle du corps engagé, de la puissance et de la rage de ce qu'on a à écrire et de dire sa vérité. Parce qu'il va mourir sur son plancher. Il le grave d'inanition. Voilà, il le grave 3 mois de suite. Et d'ailleurs, quand on le voit, il reste des trous qui n'ont pas été reliés parce qu'il perçait des trous et il les reliait. Donc on imagine qu'il n'a pas eu le temps de terminer son message. Mais il meurt de faim, oui. Dessus. Donc ça, c'est le plancher. Alors, on va passer aux autres livres, quand même, pour donner un aperçu de votre œuvre, Perrine Lequérec. Alors, un autre livre d'une très grande force, difficile à soutenir. Moi, je sais qu'il vient s'ajouter un autre livre. C'est un livre que je cite toujours. Je sais même pas s'il est encore disponible. C'était Christian Ganacho qui avait écrit La Chambre. Et c'était un livre sur un père qui rentre dans une chambre d'extermination et avec son fils sur les épaules. Et il y a là dans cette écriture quelque chose qui vous laisse alors complètement fracassé, comme vous le voulez. Et là, c'est un peu ça avec vos livres. C'est parce qu'il n'y a pas de voyeurisme. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que il y a un engagement physique de l'écrivain dans son écriture, et on n'est pas extérieur. C'est-à-dire que faut savoir, faut dire à toutes les lectrices et les lecteurs potentiels de votre livre que il n'y a pas de sortie de secours. La seule sortie de secours, c'est d'arrêter de lire et voilà. Oui. Mais autrement, on est dedans. Et là, un prénom a été modifié. Le prénom a été modifié. C'est une formule qu'on retrouve dans les journaux pour parler de faits divers avec des êtres réels, bien évidemment. Oui. Et ce que vous décrivez, c'est quelque chose qui est aussi très ancré, hélas, dans la réalité. Oui, puis vous disiez qu'il fallait soit continuer et être prêt à être très très bousculé, soit fermer le livre, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. La victime de ces viols collectifs, elle n'avait pas d'issue. Donc à moi de trouver l'écriture qui nous enferme dans son cauchemar. Je l'ai écrit il se passait en France à ce moment-là un fait divers. Alors c'est vraiment terrible d'utiliser un mot aussi léger pour une violence aussi lourde. D'un jugement de viol collectif subi par une jeune femme, et le jugement avait lieu 15 ans après les faits. Voilà. Et tout le temps de ce jugement où je sentais que sa parole, encore une fois, n'allait pas du tout être entendue, du tout, et qu'elle allait être doublement victime de cette atrocité commise sur elle, et que ces viols ont duré 6 mois, j'ai décidé tous les matins d'écrire pour elle. On me dit, j'avais aucune idée que ça serait publié, vraiment. C'était simplement vital pour moi. J'ai tout laissé tomber, d'écrire tous les matins pour elle un texte, pour simplement communiquer avec elle, pour témoigner de cette catastrophe qui était encore en train d'advenir, et parce que je savais que le procès terminé, eh bien un autre fait divers, tout aussi terrible sans doute, allait l'écraser, et que on n'en entendrait plus parler, et qu'elle porterait ça dans sa peau et dans sa chair toute sa vie. Et c'est pour ça que je commence chaque texte par le même mot, par la même phrase, et que je le termine par la même phrase. C'est parce que c'était mon rythme d'écriture, mais c'est aussi parce que je voulais qu'on comprenne et qu'on puisse soutenir ce à quoi elle a survécu, à savoir des viols à répétition. Donc je répète. Oui, alors la phrase, c'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face de vous. Voilà. Donc ça, c'est ce leitmotiv
qu'on retrouve. Vous savez qui est cette femme? Oui. Vous lui avez envoyé votre livre? Je lui ai parlé. Voilà. Je l'ai eu physiquement à côté de moi et je lui ai parlé et c'était pour moi très très difficile parce que finalement au bout de plusieurs textes, même si on est avec un point de départ réel, heureusement on rentre dans une fiction parce que sinon je pense que ça serait pas du tout possible d'écrire voilà. Et d'un seul coup, elle a été... Pas d'un seul coup. Enfin bon, je me suis retrouvée en sa présence pour discuter. Et c'était très difficile dans ma tête de revenir à ce réel-là et d'être près d'elle. C'était très difficile. Maintenant, comme d'autres récits que j'ai pu écrire, au bout d'un moment, les personnes réelles me disent « ça vous appartient ». De toute façon, c'est pas mon histoire, c'est pas comme ça que moi je. Oui, c'est pas comme ça que moi j'ai pensé. Voilà. Et puis, dans Le prénom a été modifié, j'ai tenté. Il y a son histoire, mais il y a aussi plus généralement le viol collectif, le viol dans les autres pays, le viol comme arme. Voilà, c'est. Oui. Le viol de guerre. Le viol de guerre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner dans votre écriture. On n'est pas dans le journalisme. Pas du tout. On n'est pas dans le reportage. On n'est pas dans le voyeurisme, justement. Non. On est dans l'art. Donc, il y a la fiction qui rend les choses d'un côté supportables, peut-être aussi exprimables, et en même temps encore plus horrible, je dirais. Donc on le dit souvent, ou je l'ai aussi écrit, on n'accède à la réalité que par le mensonge. Donc nous sommes quand même des écrivains, donc nous sommes des menteurs d'une certaine manière. Et c'est absolument nécessaire dans votre travail. Ah oui, oui. Et ça, il faut absolument le souligner. C'est malgré l'horreur absolue de cette histoire, on est dans la poésie. Oui, c'est très difficilement à soutenir, mais c'est la magie de ce livre. Oui, mais ce qu'il y a, c'est aussi, c'est tout à fait ça d'ailleurs. On est dans la poésie, mais cette poésie-là, elle va être encore plus en prise pour nous décrire les réalités, le réel, que ne serait un récit documentaire, comme il y en a tant. Parce que la dimension fictionnelle est une dimension qui joue sur différents registres du lecteur. Et à partir de là, il y a une efficience, il y a quelque chose de très 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 fort qui s'enclenche. Mais Philippe, quand on fait ça, on est sur un fil. On peut tomber d'un côté comme de l'autre. S'il y a un mot qui n'est pas juste, ça tombe. Oui. Et dans ce livre-là, il n'y a pas un seul mot qui ne soit pas juste. Ça, il faut vraiment le souligner. Et pourtant, c'est, comme vous le dites, un sujet casse-gueule. Ah oui, c'est... Parce que vous n'avez pas une attitude compassionnelle. Vous prenez pas la main du lecteur, vous le rangez pas du bon côté, comme ça. Bon, après, on est tranquille, on est assouvi, ça va. Non, là, on est là et on le regarde pas, on est dedans. Oui. Une fois de plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors-champ dans mon livre. Non, parce que je suis dedans. Quand j'écris, je suis... Ça doit être dur. C'est très dur. C'est paradoxal. C'est très dur et en même temps, je suis tellement satisfaite de pouvoir exprimer ce que j'ai à exprimer sur des sujets qui, sinon, tout simplement, je peux pas vivre. Sinon, si je sais que de telles injustices ou de tels drames restent sans mots. Donc, c'est très dur et en même temps, c'est essentiel pour l'équilibre et pour être heureux, de pouvoir rendre hommage à ces personnes-là. Vous parlez souvent de la culpabilité chez vos personnages. C'est aussi la culpabilité que vous ressentez par rapport à cela en tant qu'écrivain? Oui, je porte trop de culpabilité. Même en tant que citoyenne, je porte la culpabilité des faits
qui me dégoûte, même en tant que citoyenne. Et dans mon écriture, après, il y a des culpabilités qui viennent de multiples endroits, mais il y a principalement celle, comme je l'ai beaucoup dit déjà, là, il y a principalement celle, je me sens coupable qu'il n'ait pas de voix. Et je sais que je vais écrire jusqu'à ma mort pour leur donner ma voix. Voilà. Ça m'aide à vivre. Mais c'est très beau. Alors, on peut peut-être vous demander de lire un extrait de ce livre, donc de ce deuxième livre, Après le plancher. Donc le prénom a été modifié, toujours aux éditions Les Doigts dans la prose, et toujours de Perrine Lequérec. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. À la maison, je fais la vaisselle et je recommence encore une fois, une autre pour tuer le temps parce que dehors, non. La nuit a duré enfin, celle où j'ai dormi plusieurs heures sans cauchemar parce que la bouche pleine de médicaments bouffait la mort, pleine bouche la dévorait. Je suis redevenue une fille normale après 15 ans, une folle normale, violée normale, victime normale. On me remarque plus, pas faire le moindre bruit et laisser la graisse recouvrir tout, m'avaler, me protéger, me transformer en rocher, en obstacle, en montagne. Faut pas parler. Jamais crier. Dans la cave non plus. Il faut sortir, la rue, voir des visages et même revoir ces visages-là pendant 15 ans encore et aujourd'hui en salle d'audience, ces visages-là encore. Personne jamais ne me parlera le soir, chuchoter un baiser, un sourire. Personne jamais. Un jour de plus. J'ai déambulé dans les rues autour de la cité, croisé des copines, je prends un café, au franc prix à manger, rejoindre l'appartement, la famille, le repas assuré et les médicaments le soir pour oublier la vie. Cette vie sans moi, depuis 15 ans. Continuer comme ça, un jour de plus. Je m'assois par terre étourdie. Voilà, Perrine Lequérec qui lit un extrait de Le prénom a été modifié aux éditions Les Doigts dans la prose. Alors là, on est dans cette psychologie du personnage, parce que vous essayez quand même de vous mettre à sa place. Oui, j'essaye d'être juste. Voilà, j'essaye vraiment d'être juste, et comme là encore il va y avoir un langage du corps, je dirais presque que mon corps se transforme quand j'écris et que je ressens dans ma chair et donc sur la page ce qu'il y a à exprimer. Donc ce livre, c'est aussi, et dans vos livres, il y a toujours les transgressions de l'inceste, enfin par l'inceste, oui. Là, par le viol, il y a toujours des violences physiques et des violences faites aux femmes. Oui, bon, c'est vrai que ça me préoccupe. C'est quelque chose d'assez récurrent et... Oui. Ça... Et c'est préoccupant. Oui, et puis je suis une femme. Ouais. Et je suis vraiment préoccupée, et troublée et alertée. Et je suis attristée par les violences faites aux femmes, oui. Vraiment, ouais. Ça me préoccupe beaucoup. Donc, enfin voilà, l'écriture, c'est fantastique parce que ça permet d'aller sur tous ces terrains-là, et même sur les terrains des violences dont vous parlez, parce que ça brise tellement de la solidité, ça brise tellement les normes qu'après votre écriture, elle peut s'engouffrer là et briser aussi tous les cadres. Donc il y a toujours un mouvement paradoxal comme ça, du bonheur de trouver la langue qu'il faut sur des sujets aussi compliqués ou sur des violences aussi insoutenables, quoi. C'est vraiment, j'avance dans un paradoxe continuel. Ce que vous faites à merveille, c'est que la langue joue ce rôle même de briser, d'être brisée. Donc la structure grammaticale est brisée, les phrases, là on a entendu dehors, non.
c'est ça la poésie, c'est aussi briser les structures de ce qui est convenu, ce qui est convenable. Oui. Et donc il n'y a pas que le sujet, mais il y a cette merveille de forme aussi, et qui me tient toujours beaucoup à cœur. Oui. Quand la forme rejoint le fond, quand la forme a une nécessité comme ça, c'est là que la littérature commence, à mon avis. Nous sommes d'accord. Mais il faut que la forme soit nécessaire par l'histoire. Si ça a été fait dans la littérature, ça a été très bien fait, mais on peut plus le refaire. Oui. On peut plus non plus remettre un urinoir dans un musée et déclarer que ça là. Après, on voit parce que ce serait des copies, donc on ne fait pas des copies. Les écrivains ne sont pas là pour faire des copies. Et vous faites une œuvre originale. Alors, Perrine de Quérec, on va parler du dernier de ses romans. C'est L'Apparition. C'est pas le dernier publié, je crois. Si, celui-ci, c'est le dernier publié. C'est le dernier publié, voilà. Alors là, c'est toujours un univers rural, des sœurs, et puis d'étranges phénomènes qui... Oui. Alors là, pareil, le point de départ, c'est un fait divers. Et ça s'est passé en Espagne, dans un tout petit village, Garabandal, dans les années 1960. Et lors d'une exposition en Espagne, j'ai vu toute une œuvre créée par une artiste à partir des apparitions de Garabandal. Comme nous sommes dans les années 60, la télé était là, et j'ai vu des images dans des informations, donc aux informations, de ces petites qui, dans la véritable histoire, sont au nombre de 4, en proie aux apparitions. Je les ai vues marcher à l'endroit, à l'envers, à toute vitesse, à genoux. C'était absolument fascinant visuellement. Et puis après, je me suis beaucoup renseignée sur les apparitions, mais tous les phénomènes mystiques depuis le début des siècles, voilà. Et il y en a quelques-unes. Oh, il y en a quelques-unes, oui. Et j'ai comme ça produit un vocabulaire, commencer à construire un vocabulaire dans ma tête lié aux apparitions, c'est-à-dire lié encore une fois au langage du corps. Il y a beaucoup d'interprétations médicales, psychologiques et mystiques des apparitions. On peut avoir plusieurs entrées, je dirais, dans ce phénomène-là. C'est ce que j'ai voulu un peu exploiter, et voilà. Comment est arrivé ce livre, qui me permettait de développer un tout nouveau langage. Avec là une pathologie un peu différente des précédentes. Mais peut-être là, ce qui tient le livre avec les autres, c'est l'enfermement. Parce que pour moi, ces enfants auxquels un destin est tout préparé, tout tracé, elles sont enfermées dans une réalité futur qui ne leur convient pas du tout, de même que Jeannot est enfermé, de même que l'héroïne du prénom a été modifiée, est enfermée, et ainsi de suite. Donc cet enfermement, comment on peut le dépasser quand on n'a pas le droit à la parole? Voilà. Moi, pour elle, ça sera, ce seront les apparitions. Mais elles sont, je pense, contrairement aux autres livres, il y a quand même une ouverture, parce que si mes informations sont bonnes, c'est que les filles sont devenues des femmes qui ont quitté le village. Oui, dans la véritable histoire, et qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. Pour 3 d'entre elles, elles sont mariées et sont parties vivre aux États-Unis. Et pour l'une, parce qu'elles étaient 4, la dernière est restée au village. Mais elles n'ont plus d'apparition. Non, mais les phénomènes ont duré plus d'1 an pour les 4 enfants, ce qui est quand même très long. Et l'aînée de ces 4 enfants, de ces 4 adolescentes, a continué à avoir des apparitions, mais la foule étant totalement, s'étant désintéressée de ce phénomène, s'étant retirée du village, elle n'en a plus parlé. Mais j'ai pu entendre dans un documentaire, quelques mots de cette femme, maintenant une femme de 50 ans, qui disait qu'elle savait très bien ce qu'elle avait vu. Elle sait, et elle les a vus. Elle a vu la Vierge. Oui, ils ont une conviction. Absolument. Comme ça. Absolument, oui. J'ai rencontré quelqu'un qui a eu des apparitions aussi. Oui. Et après, il y a les pèlerinages. Ouais. Oui, ça entraîne beaucoup de mouvements. Mais c'est toujours derrière la quête de la transcendance qui est... c'est-à-dire que c'est porter l'apparition en elle-même, réelle ou pas réelle. Moi, j'ai tendance à croire qu'elle
elle est imaginaire, mais ce qui est important, c'est le credo collectif qui porte et qui donne la force à cette apparition. Oui, ça c'est... Enfin, c'est inquiétant et c'est fascinant. Enfin, par exemple, dans ce village qui était minuscule, perdu, oublié, enfin, qui faisait pas partie du monde, d'un seul coup, des centaines puis des milliers de personnes ont afflué pour toucher les enfants, pour les voir, pour attraper un bout de cheveux, voilà. Et donc des cordons armés étaient autour d'elle. C'est absolument effrayant. Ils auraient été capables pour assouvir leur soif là de réponse, de piétiner ces petites ou de les. Bon, c'est très violent. Ouais. Non, mais là aussi, on se pose la question où se trouve la folie. Oui. Qu'il y a la folie médiatique qui s'installe. La folie de ceux qui croient, ça. Quand on voit toute la ville de Lourdes autour des apparitions, exactement. On se demande si c'est pas un peu la folie. Quand même. Je crois que la frontière est vraiment très, 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 très mince. Ouais. C'est sûr. Oui, c'est ça, c'est toujours entre le normal et le pathologique, disait Canguilhem, mais c'est tout à fait ça, quand on est sur la ligne de borderline, d'une certaine manière. Et c'est bien en observant le pathologique qu'on a des réponses sur le normal. Mais on est tous comme ça. Et je crois que peut-être ceux qui le sont encore plus, c'est ceux qui sont dans le déni. Et qui disent moi je suis totalement normal, hein, non mais c'est les autres qui sont fous. Non, c'est pas vrai. On a tous ce grain de folie en nous et qui est très important, qui est créateur. Sinon on imagine la platitude force de l'imaginaire de la vie. Et c'est vrai que les gens qui sont dans la stricte matérialité de la vie, là sont encore plus déconnectés. Parce que l'imaginaire fait partie intégrante du réel. Absolument. Et sans imaginaire, on est boiteux. Oui. On peut courir aux Jeux paralympiques. Alors, vous avez, Perrine Lequérec, on avait parlé de 3 livres. Vous avez des poèmes aussi qui sont édités chez qui? Donc, principalement aux éditions Les Carnets du dessert de lune. Voilà, c'est ce beau nom des maisons d'édition belges. En Belgique, voilà. Et puis, donc des textes individuels, des feuillets chez Marie-Laure Dagua et derrière la salle de bain. Voilà, ça, c'est les endroits où ma poésie, pour le moment, existe. Marie-Laure qui fait un très beau travail d'éditeur. C'est super, oui. C'était fait sur 4 petites pages, 6 pages. Parce que c'est important aussi enfin moi j'aime ça, j'aime avoir un beau livre, enfin j'aime que le fond et la forme puissent marcher ensemble, que ça soit beau. Et c'est beau là, ouais. Voilà. Alors on peut dire aussi que ces 3 livres sont vraiment des beaux livres, sont des vrais livres aussi, qui détonnent un peu par rapport à cette rentrée littéraire, faut le dire. Ouais. On s'efforce de raconter des histoires bien ficelées, des constructions narratives. On cherche à séduire en racontant des histoires, alors que là, c'est une démarche tout à fait différente qui est la vôtre. Et on est au cœur des récits, et on est à l'avant du navire. Et c'est vrai qu'on prend du vent, qu'on prend des paquets de mer. Et ça fait peur, et ça revigore aussi. Oui, merci. Et c'est pour ça qu'on vous dit merci. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Donc je répète les 3 titres de ces ouvrages. Donc aux éditions Les Doigts dans la prose, c'est encore très beau comme titre de maison d'édition. Le prénom a été modifié et Le plancher. Et aux éditions Lunatique, c'est original aussi, L'apparition. Tous 3 ont un dénominateur commun, c'est l'auteur, Perrine Lequérec. Et merci Andreas Becker de nous avoir présenté Perrine Lequérec. Merci Andreas. Pour rester en forme, écoutez Aligre FM.